Bonjour, merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. Nous entrons dans la dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle. Dans 28 jours, les candidats se démultiplient sur le terrain, courant de meeting en meeting. Pour ces dimanches d'avant-élection où tout va très vite, nous allons faire vivre le débat, aller au fond des enjeux. Dans les sondages, deux tendances se dégagent. Jean-Luc Mélenchon qui monte, des sondages qui donnent Marine Le Pen au second tour depuis des mois. Sur ce plateau, ce midi, j'accueille Alexis Corbière pour Jean-Luc Mélenchon et Florian Philippot pour Marine Le Pen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec ce qui se passe en Guyane, qui intervient comme ça dans la campagne présidentielle. Un mouvement social, tout va être bloqué demain, grève générale, et puis un mouvement particulier qui est notamment mené par ceux qui se sont baptisés les 500 frères contre la délinquance, qui défilent cagoulés dans les rues de Cayenne. Florian Philippot, Marine Le Pen s'est rendue en Guyane en décembre. Elle dénonce la perte d'autorité du gouvernement et le mépris de l'outre-mer. Mais à part ça, c'est quoi la solution ? Le mépris, là, est évident. C'est-à-dire que la ministre ne veut même pas y aller. On envoie un comité de hauts fonctionnaires. Je pense qu'il faut arrêter comme cela de considérer que ces territoires sont en marge de la République. Il faut créer un grand ministère de la mer et de l'outre-mer. Un ministère de la mer et de l'outre-mer ensemble. Oui, de la mer et de l'outre-mer, parce qu'il y a plein de richesses, notamment dans l'espace maritime français. Mais là, concrètement, la solution, c'est quoi ? Eh bien, d'abord, régler les problèmes de fond. Il y a un problème d'insécurité dont chacun parle là-bas. Elle était allée à Saint-Laurent-du-Maroni, elle l'a bien vu, avec le maire d'ailleurs, qui l'avait accueilli. Problème d'insécurité lié à une immigration clandestine. Il faut maîtriser nos frontières. Vous savez que la Guyane, c'est avec le Brésil la plus grande frontière de France. Je crois que personne ne le sait véritablement. Et puis, il faut aller sur le fond du problème économique et social. Nous proposons une zone ultramarine d'investissement prioritaire. Revoir l'octroi de mer, parce que la vie est trop chère, et la vie est beaucoup trop chère outre-mer, et en Guyane, on s'en plaint également, et travailler sur les problématiques de santé, d'infrastructures de santé. Jean-Luc Mélenchon était allé aux Antilles, lui, en décembre, et il avait proposé un développement économique local pour l'outre-mer. Concrètement, pour la Guyane, ça voudrait dire quoi ? C'est ça, c'est aller vers l'autonomie énergétique, alimentaire, et développer notamment, ça doit être le lieu, le laboratoire, j'ai envie de dire, d'une transition écologique. Ça peut être formidable parce qu'on a de formidables potentialités, notamment, vous le savez, nous avons un grand plan de la mer. Il y a dans la mer 75 fois les sources d'énergie qui seraient nécessaires de manière générale. Donc mais là, concrètement, quand vous voyez ces frères cagoulés... éviter... Non mais attendez, moi je soutiens les gens qui sont mobilisés, je le disais encore dans la presse. Y compris ceux qui sont cagoulés. Écoutez, il y a un ras-le-bol au bout d'un moment. On va quand même pas incriminer les gens qui n'en peuvent plus, la pauvreté, la misère, les inégalités, les services publics qui n'en sont plus, etc. En 2013, des promesses ont été faites par le gouvernement socialiste, rien n'a été tenu. Je lisais ce matin dans la presse, les gens disent, manifestement, la seule façon de nous faire entendre, c'est de tout bloquer. On a envie de dire, il y a quelque chose qui résonne dans l'opinion de beaucoup de gens. Enfin, pour terminer, quand j'entends, attention, les seuls projets qui sont faits par certains, c'est de développer notamment les mines d'or et tout ce commerce-là, qui est aussi à la source de l'insécurité. Quand vous dites certains, vous pensez à qui ? Emmanuel Macron, notamment, pour le citer. Ça ne peut pas être ça. La source, comment dirais-je, le modèle économique là-bas ne peut pas être une économie de comptoir seulement en dépendance complètement de la métropole. Il faut une économie autonome et notamment tournée vers l'énergie renouvelable. Voilà pour la Guyane. La polémique de la semaine maintenant, parce que tout va très vite dans cette campagne, elle a été lancée par François Fillon, qui a dénoncé l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. Il y a une dignité, une responsabilité à respecter. Je pense que M. Fillon est au-delà maintenant, ou en deçà. Il n'y a pas de cabinet noir à l'Élysée. Écoutez, il y a un cabinet, heureusement, qui travaille, mais nous n'avons pas à nous mêler des affaires. Et vous savez, ma position, ça a toujours été l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d'innocence et ne jamais interférer. Alexis Corbière, l'existence d'un cabinet noir, vous y croyez ? Moi, je crois qu'il y a surtout un gouvernement noir depuis 2012 qui s'est mis en place et qui a fait beaucoup de mal au pays. Revenons à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas des coups tordus qui sont fabriqués ici ou là dans quelques officines. Mais François Hollande dit non, ça n'existe pas. Vous lui faites confiance quand il dit ça ? Moi, je ne fais pas confiance à François Hollande, et de manière générale. Mais surtout, ce qu'il y a de paradoxal dans l'attaque que porte François Fillon, c'est qu'il s'appuie sur un ouvrage, ou si j'ai bien compris quand on le lit dans le détail, ouvrage rédigé par 2 journalistes, il ne dit pas cela. Et les journalistes disent on n'écrit pas ça, donc c'est un peu compliqué. Les journalistes disent qu'il pourrait y avoir, mais ils ne peuvent pas prouver ni l'un ni l'autre. D'accord, voilà. Donc ça n'amène pas. Mais quoi qu'il en soit, ça ne doit pas faire diversion sur notamment les problèmes d'argent de M. Fillon, avec il est quand même sous dépendance financière de toute une série d'individus. Trouble, il a lui-même reconnu avoir accepté, même s'il a rendu depuis, un costume de la part de M. Robert Bourgi. Ceux qui nous regardent ne le connaissent peut-être pas, mais Robert Bourgi, c'est la pointe avancée de réseaux financiers liés à l'Afrique extrêmement nauséabonds. Comment peut-on être
Premier ministre de la France et viser à être président de la République en acceptant des cadeaux de la sorte. C'est là extrêmement préoccupant et ça doit amener ce coup de balai que nous souhaitons. Florian Philippot, un cabinet noir, vous y croyez, vous? Je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est pas totalement nouveau. On se souvient des écoutes téléphoniques sous Mitterrand, on se souvient sous Sarkozy à peu près les mêmes accusations. On se souvient même que certains disent que Fillon lui-même est allé voir le secrétaire général de l'Élysée, M. Jouillet, pour faire accélérer l'enquête sur Sarkozy. Enfin, tout cela est inacceptable. De la même manière, ce qui est inacceptable, c'est de voir en ce moment même un président et un Premier ministre, qui sont pourtant en échec total, assumer mener une campagne électorale, en l'occurrence contre Marine Le Pen, donc avec les moyens de l'État et les fonctions de l'État. Ça, c'est pas acceptable non plus. Vous dites que François Hollande fait campagne contre Marine Le Pen. Il le dit, j'ai pas besoin de le supposer. Ils le disent avec M. Cazeneuve et ils ne le cessent de le dire à chaque déplacement, pourtant payé par l'Élysée, payé par Matignon, c'est-à-dire payé par l'argent public. Maintenant, moi je vais vous dire, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle un État qui, au lieu d'agir sur l'intérêt public, la sécurité, l'économie, la santé, les frontières, qui a perdu toute sa souveraineté au profit de l'Union européenne, il se concentre donc sur la base politique, la base police, les affaires privées. Il est dévoyé par les intérêts privés. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que l'État est très faible. Ça signifie que l'État, il est en lambeaux parce qu'il est pris par des intérêts privés. La justice se mêle de certaines affaires, on est d'accord. Dans les partis politiques, c'est une bonne chose que la justice se mêle de M. Fillon. Mais la justice doit passer. Mais est-ce que mais quand ça concerne le Front National, ça peut être bien aussi que le Front National rende des comptes aussi. Oui, bien sûr, mais est-ce que... Ah, bien sûr. 30 secondes de réponse et puis on est d'accord sur le fait qu'il serait bien que Mme Le Pen aille s'expliquer quand la justice la convoque. Si vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, c'est pas Marine Le Pen qui avait reçu un avertissement solennel du procureur de la République parce qu'elle utilisait un véhicule du Conseil général, c'est M. Mélenchon. Bon. Et quel est le rapport Quel est le rapport Avant cela, il faut regarder la poutre qu'on a dans l'œil. Le rapport, c'est qu'il faut accepter de faire son autocritique. Non, moi je vais essayer de rester sur le fond. Je ne vais pas rentrer dans la... Je vais pas rentrer... Je vais pas rentrer dans la polémique. Je pense que ce que je dis là est très important. Est-ce qu'on peut accepter qu'un État, alors Fillon, c'est avec l'influence par exemple d'AXA. Monsieur Macron, c'est avec l'influence de Servier, le laboratoire pharmaceutique. Est-ce qu'on peut accepter qu'un État soit pris en otage par des intérêts privés parce qu'il a renoncé à sa souveraineté et donc à travailler au service des Français? C'est un des enjeux de cette élection présidentielle. C'est un des enjeux et il y en a d'autres. Et en tout cas, à un mois du premier tour, jamais les Français n'ont été aussi indécis. Quelle réponse les Français attendent-ils? Vous allez voir, on est allé dans un salon des vins. Ils sont un peu perdus, les Français. C'est une campagne spéciale, on va dire. Sur le fond, c'est pas très glorieux, je pense. Très triste de voir le comportement de nos hommes politiques en général. Est-ce qu'il vaut mieux pas ne rien savoir que entendre tout ça, quoi? Parce qu'on se demande après, mais il faut voter pour qui? J'ai été numéro 2 du RPR en Gironde pendant 10 ans. Ben, je sais pas pour qui je vais voter. C'est terrible. La retraite à 60 ans, qui le propose? Je dirais Mélenchon, non? Le Pen, je crois, Macron, il me semble. Et Mélenchon. C'est pas Fillon. Qui veut de l'abandon du nucléaire? Moi je serais pour Mélenchon, ou les écologistes. Ouais, les écologistes de toute façon ils sont avec les socialistes, non? Enfin donc... Oh, je dirais Mélenchon. C'est... Je suis pas sûr de moi là. Si je vous dis la sortie de l'euro et... Marine. Le Pen. Alors Le Pen, Mélenchon sinon? Marine Le Pen. Qui propose le revenu universel? Hamon? Macron? Benoît Hamon. Ça c'est Hamon. Je suis sûr. Si je vous dis 6ème République? Mélenchon. Le Pen? Mélenchon. Madame Le Pen, nous qui faisons un produit mondialement connu, le vin, comment je vais faire avec mes collègues pour continuer d'exporter en Chine si on ne doit plus leur acheter de produits? Monsieur Mélenchon, est-ce que vous pensez que votre campagne n'est pas trop focalisée sur votre personne, plus que sur vos idées? Alors, on commence par Alexis Corbière. Parce que ça termine. La dame qui dit, est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Luc Mélenchon, vous faites une campagne trop personnelle? Vous m'avez mis en photo avec Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, pas du tout. Qu'elle écoute, on a fait un formidable rassemblement le samedi pour la 6ème République, dont le but précisément est d'en finir avec la monarchie présidentielle. C'est le candidat qui veut en finir avec ce système. Mais pourquoi il y a cette image qui lui colle à la peau d'une campagne personnalisée à Jean-Luc Mélenchon? Parce que ça fait partie des petites méchancetés contre lui, parce qu'il est un formidable par ailleurs émetteur de nos idées, il a un talent incroyable. C'est aussi important, vous savez, d'avoir quelqu'un qui marche devant et qui a un rayonnement qui va plus loin que sa personne. Moi j'ai trouvé qu'après, les gens qui sont là, ils disent des choses très intéressantes, ils ont bien compris, la 6ème République c'est nous, la retraite à 60 ans. Rassurez-vous.
Ils sont pas si paumés que ça, finalement. Non, il y a des fois... Il y a des gens de droite, c'est lui qui est paumé, il dit « moi j'ai été au RPR », je comprends. Hein. Florian Philippot, vous avez entendu ce négociant en vin qui dit « si on ferme les frontières, où est-ce que je vends mon vin, moi ?» Personne ne veut fermer les frontières. C'est ce qu'il croit. Quand il entend Marine Le Pen, c'est ce qu'il entend. Parce que je rétablis, on veut avoir tout simplement et maîtriser des frontières, y compris en matière migratoire, mais aussi en matière économique. Mais si on ferme la France, les autres vont fermer aussi. Non, au contraire, on veut avoir, si vous voulez, on veut réarmer l'État dans la mondialisation, réarmer la France. C'est vrai que nous, on se bat contre, il parlait de la Chine, c'est un pays qui maîtrise son patriotisme économique, qui a le droit, qui en fait d'ailleurs, qui s'en prive pas, qui fait du protectionnisme quand c'est nécessaire, qui a sa monnaie nationale, comme tous les pays du monde quasiment, pour s'adapter, être compétitif. Nous, on peut pas. Donc moi, je dis à ce négociant, vous pourrez exporter davantage, parce que vous aurez une monnaie adaptée à la France. Sauf s'il y a des rétorsions des autres pays. Mais vous savez, il n'y a pas de rétorsion, c'est nous aujourd'hui qui nous faisons manger parce que les autres le font déjà. Il peut y avoir rétorsion après. Donc c'est nous. Je peux vous faire un reproche parce que vous me posez une question un peu folklorique sur Jean-Luc Mélenchon et le Front National a le droit d'expliquer ce qui préoccupe les Français. Ça, c'est ce que les Français disent. Ça, c'est un vrai sujet. Alors maintenant, on va aller sur ce que les Français disent. La retraite. Attendez, moi je dis simplement sur ce qui est dit là. Je veux une France exportatrice et je dis aussi à ce négociant de vin qu'on le protégera de l'Union européenne sur la libéralisation des droits de plantation. D'accord. Alors on va parler que c'est une menace qui vient de l'Union européenne qui est toujours là latente. On va parler de la retraite à 60 ans. Vous avez vu qu'ils en ont parlé. Que défendent Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Quelles sont les différences alors? La différence déjà, c'est qu'il y a la cohérence. Vous savez, quand les coups qui ont été portés contre la réforme de la retraite en 2010-2011, il y a des grèves qui ont été menées, nous les soutenions, et Marine Le Pen, déjà, critiquait beaucoup les grévistes, elle les traitait de gréviculteurs. Vous savez, on a le gouvernement, M. Sarkozy, puis hélas, M. Hollande a continué à rallonger la durée de cotisation. Donc déjà, le Front National, qui lui prétend aujourd'hui être pour la retraite à 60 ans, quand les mauvais coups ont été portés, il était du côté de ceux qui tiraient dans le dos de tous les salariés qui défendaient la situation. Deuxièmement, j'ai envie de dire, il faut se méfier quand, comme dans la fable, le loup se déguise, vous savez, dans la grand-mère dans le lit pour faire venir le petit chaperon rouge. Le Front National, fondamentalement, même si il veut se donner une musique sociale, je dis aux gens, lisez le programme et M. Philippot, sans doute, va nous donner des précisions. Non, mais c'est bien. Attendez, il n'y a aucun droit nouveau pour les salariés, notamment au sein de l'entreprise. C'est le fond du problème. Ce que propose Florent Philippot, c'est le capitalisme bleu-blanc-rouge. Il est bon, quand on est un travailleur français, de se faire exploiter par un patron français. Tout va bien pour lui. Moi, je dis par contre qu'il faut des droits nouveaux, notamment des droits de veto pour les salariés dans le comité d'entreprise face à des plans de licenciement. Le droit de préemption pour les salariés quand il y a une entreprise qui va être fermée, qu'ils puissent le racheter. Je veux notamment saluer les salariés de l'entreprise Ecopla dernièrement, dans l'Isère, qui étaient prêts à racheter leur entreprise qui fabriquait des barquettes en aluminium, mais parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, ils n'ont pas pu le faire. Vous voyez, donc ça peut pas être seulement, il faut que le citoyen ait aussi des droits dans l'entreprise. Et c'est là qu'on reconnaît ceux qui sont vraiment du côté des travailleurs et pas ceux qui en parlent. Florian Philippot, la retraite à 60 ans que vous préconisez, c'est pas du tout la même que celle de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais rien si c'est la même. Nous, on veut 60 ans. C'est ce que je vous demande. C'est ce que je vous demande. Je sais pas. Nous, en tout cas, je sais ce qu'on veut. On veut un droit légal à 60 ans et 40 annuités pour avoir la retraite. Mais pourquoi vous avez insulté ceux qui manifestaient en 2010-2011? Moi, je n'ai jamais insulté personne. Mais Marine Le Pen, elle est traitée de gréviculteur. Je vais répondre sur le fond. Je vous ai pas. Mais là, vous répondez pas sur le fond. Alors maintenant, donc moi, je vais aller sur le fond du projet. Vous savez, on nous dit souvent l'espérance de vie augmente, donc il faut augmenter. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ça fait 30 ans que ça ne règle pas le problème. L'espérance de vie en bonne santé, c'est celle-là qu'il faut regarder, elle stagne en France, voire elle baisse depuis 12 ans, depuis 2005. Ça, c'est la réalité. Donc avant de demander toujours des sacrifices aux Français, il faut faire les économies là où elles ne sont pas faites. Elles ne sont pas faites notamment sur le coût de l'immigration. Elles ne sont pas faites sur le coût de l'Union européenne. On donne 9 milliards de plus chaque année qu'on en reçoit, y compris la PAC. Elles ne sont pas faites sur la fraude fiscale. Je prends un exemple, les grands groupes qui vont faire de la défiscalisation et qui profitent des commandes publiques de l'État. On mettra fin à ces commandes publiques de l'État s'ils refusent de régulariser leur situation fiscale. C'est que le débat sur la retraite à 60 ans... Et c'est comme ça qu'on financera cette retraite. Ça a fait débat pendant des années. Au début, ça coinçait entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Et Le Pen, pendant longtemps, c'était lui qui expliquait qu'il fallait... Vous savez, les gens évoluent. On laisse parler. Les gens évoluent, y compris monsieur Mélenchon qui avait voté oui à Maastricht. Ensuite, il a évolué. Déjà, à l'époque, Marine Le Pen votait non à Maastricht. Vous voyez, donc les gens peuvent évoluer. Mais Marine Le Pen, elle a toujours défendu. Sur la retraite à 60 ans, cher Florent Philippot, sur la retraite à 60 ans, en février dernier, non mais c'est Madame Le Pen, elle dit si des sacrifices doivent être demandés aux Français, il faudra demander un allongement de la durée de travail concernant la retraite. Donc à la fois vous avez le programme, mais attention, elle vous prévient que peut-être il faudra aller. Alors attendez, je rajoute deux choses. Il faudra abroger la loi El Khomri, s'en débarrasser, et puis protéger, vous disiez, les salariés. Oui, par exemple, Whirlpool qui a délocalisé la Amiens vers la Pologne. Si, vers la Pologne, il réimporte vers la France, qui est son premier marché européen, c'est trop facile. Il faudra mettre en place une taxe de 35%. Une question à chacun d'entre vous, là, cette fois, c'est clair. Une question pour vous, Alexis Corbière. Le nucléaire. Jean-Luc Mélenchon veut la sortie du nucléaire d'ici 2050 totale. Pourquoi est-ce que les écologistes ne sont pas avec vous, avec un tel programme? Ceux d'Europe Écologie Les Verts. Parce que c'est un parti qui, manifestement, défend des intérêts parfois. Mais sur le fond, les écologistes se reconnaissent aujourd'hui
aujourd'hui dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il faut sortir du nucléaire. Et ce qu'il y a d'absurde, c'est que le vieillissement de nos centrales nucléaires doit amener obligatoirement, même si on voulait continuer le nucléaire, d'investir pour caréner, comme on dit, protéger les centrales nucléaires, 100 milliards d'euros. Cet argent, on peut le consacrer aujourd'hui à une sortie pour aller vers des énergies 100% renouvelables, que ce soit éoliennes, solaires, géothermiques, notamment profiter de toute l'énergie qu'il y a dans la mer. C'est ça l'avenir, parce que le nucléaire, c'est dangereux. Et là aussi, c'est un désaccord avec le Front National qui utilise l'argument des éoliennes. Je comprends pas, parce qu'on veut faire des parcs d'éoliennes en mer, par exemple, mais c'est pas seulement la solution éolienne. Mais c'est fondamental pour nos enfants. On peut le faire. Le nucléaire nous a donné à une époque une autonomie énergétique. Mais il faut observer, on a vécu Fukushima, on sait très bien qu'il y a notamment, je pense à la centrale de Blei, qui est située dans un endroit qui pourrait être dangereux. Pour l'avenir, il faut en sortir. Alors, voilà pour vous une question. Marine Le Pen. Non, je dis juste en deux mots. Non, parce que sinon, si on ouvre le débat, non, mais nous, on ne veut pas sortir du non. nucléaire et on veut faire des investissements sur les énergies propres et sur l'hydrogène, notamment. Il y a une vraie filière française à construire. J'ai une question. L'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous, c'est dans le programme de Marine Le Pen et retour au Pacs pour Marine Le Pen. On est face à un projet conservateur et Marine Le Pen peut être qualifiée de conservatrice. C'est Marion Maréchal Le Pen qui dit ça à propos de cette proposition. C'est une position conservatrice qu'a la Marine Le Pen sur les sujets de société. Mais Marine Le Pen, elle l'a dit 100 fois, elle veut un Pacs amélioré, une union civile. Donc c'est conservateur, dit Marion Maintenant, je pense Maréchal Le Pen. qu'aujourd'hui, les préoccupations premières des familles ne sont pas là. Il faut rétablir la demi-part pour les veufs et les veuves, supprimée il y a quelques années. Et il faut rétablir la défiscalisation de la majoration de pension pour les familles nombreuses. Ça, c'est ce qu'attendent les familles. Il faut revenir vers l'universalité des allocations. C'est-à-dire que les familles, elles n'attendent pas le mariage pour tous, c'est ça que je ne crois pas que ce soit leur première préoccupation le matin. Voilà. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour dire, comme le disait Emmanuel Macron, que les anti-mariage pour tous ont été humiliés? Je ne sais pas s'ils ont été humiliés. En tout cas, ils avaient parfaitement le droit de manifester. Et ils avaient parfaitement le droit d'être respectés quand ils manifestaient. Ça, c'est une évidence. Ils n'ont pas été respectés. Ça fait partie de la démocratie. Est-ce qu'ils ont été respectés ou pas? Il y a eu, à des moments, on a vu des espèces d'interventions policières qui étaient très, très surprenantes. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la loi est là. Nous pensons qu'il faut l'union civile. Chacun pourra d'ailleurs se saisir du sujet, s'il le veut, par le référendum d'initiative populaire que nous mettons en place. S'il y a 500 000 citoyens pour s'en saisir. Et maintenant, oui, attendez. C'est ce qu'il dit. Maintenant, non, je dis, ils pourront s'en saisir. C'est pas la même chose que le mariage. Maintenant, je pense que les préoccupations premières des familles françaises, c'est les crèches, c'est les allocations familiales qu'il faut revaloriser. C'est ce que je vous disais sur la demi-part des veufs et des veuves. Ce que dit Marion Maréchal Le Pen, c'est plutôt un projet conservateur, dit-elle. Si elle veut, on peut le définir comme ça. Je ne sais pas comment conservateur au Royaume-Uni, ça ne veut pas dire la même chose. Non, mais ici en France, c'est conservateur. Marine Le Pen est conservatrice. Honnêtement, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire conservateur. Bon. Je ne me définis pas comme ça. Je pense qu'il faut être dans l'intérêt des familles françaises qui ont été sacrifiées par une politique qui n'était plus familiale, qui n'était plus nataliste et qui a laissé tomber notamment les allocations familiales. On va parler de la campagne électorale, le feuilleton des ralliements chez Emmanuel Macron, rejoint notamment par Jean-Yves Le Drian, les affaires qui continuent. Et Françoise Fressos du Monde est avec nous ce midi. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Merci d'être sur ce plateau. Dans les sondages, je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen reste qualifiée pour le second tour, mais concurrencée par Emmanuel Macron, et Jean-Luc Mélenchon profite d'un mouvement en sa faveur. Les 5 prétendants à l'Élysée savaient qu'ils allaient en découdre. Le ton est donné, et c'est Marine Le Pen qui repart à l'offensive sur ses thèmes fétiches, l'immigration et sa conception de la laïcité. Il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour, M. Macron, mais il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Vient ensuite le chapitre des affaires, jusque-là omniprésente dans la campagne électorale. Jean-Luc Mélenchon met les pieds dans le plat. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Attention, ça pourrait venir. Acculé et contraint de s'expliquer, le ministre de l'Intérieur présente sa démission. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Les faits concernent la période 2009-2016. Bruno Le Roux embauche ses 2 filles comme assistantes parlementaires. Des emplois d'été, affirme-t-il. C'est un soutien de poids. Le ministre le plus populaire du gouvernement, Jean-Yves Le Drian, choisit Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trahison. Emmanuel Macron fait jeu égal dans les sondages avec Marine Le Pen. Il veut désormais conforter cette dynamique. La chance, elle accompagne toujours les audacieux. Jean-Luc Mélenchon, il a fait vivre ses convictions et c'est pour ça qu'il a tiré son épingle du jeu. On m'a dit c'est les sectes. Alors les sectes, normalement, vous êtes tous des suppôts du capitalisme. Merci, M. le Président, de m'avoir accordé cette
entrevue. Je sais qu'actuellement, il y a des élections en France. Nous ne voulons d'aucune manière influencer le cours des événements, mais nous nous accordons le droit de rencontrer tous les représentants du pouvoir politique. Florian Philippot, Marine Le Pen reçue hier par Vladimir Poutine. Derrière cette image, est-ce qu'il y a aussi des banques russes qui financent la campagne de Marine Le Pen? Ah non, je dis clairement, il n'y en aura aucune. Aucune. Voilà, comme ça les choses sont très claires. Elle a vu le président russe, elle a vu il y a quelques jours le président tchadien, Déby, qui l'a reçu au Tchad, et elle a vu le président libanais quelques semaines avant, le président Sauf que Vladimir Poutine, c'est différent. C'est pas différent. En tout cas, oui, c'est une grande puissance, c'est un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut discuter évidemment avec la Russie, et notamment ils ont discuté des chrétiens d'Orient, ils ont discuté de la lutte contre le terrorisme islamiste. Mais ce qu'elle a dit au Moyen-Orient, en Liban, en Afrique, Tchad, en Russie, c'est qu'il faut un monde multipolaire, où la France retrouve son indépendance stratégique, son indépendance diplomatique, son indépendance militaire, assise sur un budget militaire d'ailleurs en hausse, qui atteindra 3% du PIB à la fin du mandat. Et il faut arrêter cette espèce de bunkerisation sur Bruxelles et Berlin, où la France devrait avoir le nez en permanence plongé sur Merkel et sur les commissaires de Bruxelles. Il y a une autre photo qui a fait parler, c'est la photo celle-ci, où on voit Marine Le Pen avec Vitaly Milonov, antisémite, auteur de loi de répression des homosexuels en Russie. Marine Le Pen a dit qu'elle s'est fait surprendre, elle ne savait pas qui c'était. Mais vous, personnellement, vous regrettez ce cliché? Moi, je ne le connaissais pas non plus. Non, mais vous bien sûr qu'elle ne regrettez savait pas qui c'était. Vous savez, je crois qu'elle a enchaîné à ce moment-là 40 selfies avec 40 députés à la suite. Donc, évidemment qu'elle ne les connaissait pas tous. Mais vous regrettez ce cliché ou pas? Je pense qu'elle ne l'aurait évidemment pas fait. C'est évident qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait su qui c'était. Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon dit aussi qu'il faut parler avec la Russie de Poutine. Il faut une France indépendante, c'est clair. Qui ne s'aligne pas sur aujourd'hui les États-Unis et qui cherche toujours à être un facteur de paix. Et on n'aime pas ce discours qui consiste parfois à considérer qu'il y aurait quasiment une guerre à préparer contre la Russie. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir, comment dirais-je, une forme de tension vis-à-vis des Russes. Il ne s'agit pas du tout de s'aligner sur... Quand Vladimir Poutine reçoit Marine Le Pen prend de l'avance. Je ne sais pas par rapport à quoi. Il a choisi son camp, Vladimir Moi, j'avoue Poutine. que c'est assez... j'apprécie pas tellement, je crois qu'à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, s'afficher avec un chef d'État, personnellement, nous ne l'aurions pas fait. Ça montre une espèce de proximité qui n'est pas dans le sens de l'indépendance dont je parle. Et pour finir, pardon, là encore, oui. C'est la diplomatie. Non, mais c'est pas de la diplomatie. Oui, que je dis. En plus, ce que j'aime pas dans votre diplomatie, c'est la diplomatie à la Richard Virenque, où à l'issue de son plein gré, on se fait prendre en photo avec un député antisémite et homophobe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attention, parce que Mélenchon fait, j'imagine, aussi beaucoup de selfies chaque jour. Arrêtez chaque fois de... Non, mais attendez, citez-moi des choses... Oui, mais attendez... Oui, mais ça nous arrive tous de faire des selfies. Marine Le Pen, c'est pas Céline Dion, c'est pas Céline Dion ou Beyoncé, c'est pas tout le monde qui vient se prendre en photo. Ou alors, votre système diplomatique est très inquiétant. Vous devriez la suivre. J'aimerais terminer là-dessus. Vous devriez la suivre une journée, vous verrez c'est inquiétant d'aller en Russie. Il y a beaucoup de choses. Non, mais je voudrais terminer parce que c'est inquiétant, précisément. Il y a une chose, pas du tout. Pas du tout. C'est qu'il est une chose de discuter avec les Russes pour la paix, il est une chose, en quelque sorte... Allez, je termine. D'être tenu par la main, je ne sais pas trop par qui, et d'aller dans un endroit, pris en photo avec n'importe qui, et de même pas avoir la dignité de dire, attendez, quand on est un chef d'État ou qu'on veut l'être, non, on ne fait pas des photos avec n'importe qui. C'est assez curieux et préoccupant. On passe à autre chose parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder. C'est un vrai sujet, par ailleurs. L'un des gagnants du débat lundi 20 mars sur TF1, c'est Jean-Luc Mélenchon. Sa prestation a séduit, il monte dans les sondages. Alors pour vous, Alexis Corbière, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'il dépasse Benoît Hamon ou qu'il se présente comme un rempart contre le Front National? C'était sa prétention en 2012. On sent que ça a un peu diminué depuis. Il faut parler à la moitié du pays aujourd'hui qui n'a pas fait de choix et qui se cherche. Il ne faut pas se positionner en contre. Vous savez, j'ai des désaccords avec le Front National, mais d'abord, il faut parler à ces millions de gens dégoûtés qui n'en peuvent plus. Et il ne faut pas leur dire seulement qu'on va élire le nouveau monarque présidentiel, mais leur dire qu'avec le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, il y aura non seulement plus de justice sociale, une réponse écologique, mais la fin de la Ve République et le passage en Sixième République. Une assemblée constituante pour se donner de nouveaux droits. Quel que soit, j'ai envie de dire, le droit de rappeler les élus, de les révoquer, la prise en compte du vote blanc, constitutionnaliser la règle verte, le droit à l'IVG. Ça, c'est important. Oui, mais c'est ça qui fait la force de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, pour vous, Florent Philippot, l'électorat visé par Alexis Corbière, c'est celui de Marine Le Pen? Non, je pense que chacun, vous savez, on est dans une compétition démocratique, chacun développe son projet, et puis après les Français, d'où qu'ils viennent, on parle à tout le monde, d'où qu'ils viennent, les Français vous cherchez se décideront. les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont dégoûtés du système et ceux qui s'abstiennent. Oui, je crois qu'on s'adresse évidemment tous aux Français, mais on n'est pas là pour cibler, en tout cas, c'est pas notre objectif. Vous savez, Monsieur Macron, moi je pense qu'il a révélé dans ce débat-là une chose.
très importante, et Marine Le Pen l'a bien souligné, c'est que dans la même phrase, il peut dire tout et l'inverse de tout. Et que ça reste toujours très flou. Et qu'il ne veut pas donner, il ne veut pas trancher, il ne veut pas donner son projet. Alors son projet, on l'imagine, hein, c'est plus d'Union européenne et plus d'immigration. Et plus d'ubérisation, c'est-à-dire le salarié un peu jetable. Mais il faut le dire, il ne faut pas rester flou en permanence pour plaire à tout le monde en même temps. Vous évoquez vous-même Emmanuel Macron, qui monte, qui a des ralliements. Qu'est-ce qui peut encore arrêter Emmanuel Macron? Vous voyez à la Réunion hier. Je pense que c'est une candidature médiatique et du système et des banques, mais ça n'est pas une candidature populaire. Il a fait un énorme bid hier à la Réunion. Qu'est-ce qui s'est passé hier à la Réunion? Il y avait une salle aux 3/4 vide, des gens qui partaient pendant le meeting. C'est quand même pas le signe d'un enthousiasme populaire extraordinaire. Et ça, je crois que, vous voyez, le terrain, il ne ment pas lui, parce qu'il est clairement plus révélateur, je crois, que la candidature médiatique, bancaire et quand même soutenu à l'hélium médiatique, à l'hélium financier de Emmanuel Macron. C'est la même analyse ou pas sur Macron? Non, mais il faut parler aux Français. On verra. Moi, je pense qu'effectivement, il y a toutes les chances qu'une baudruche se dégonfle. Qu'est-ce que veulent les Français? Ils en ont assez des injustices sociales. Nous proposons, nous, pas d'écart supérieur au salaire de 1 à 20 dans l'entreprise. Ils veulent que les richesses produites par les Français soient mieux réparties. C'est notamment le cas de notre réforme fiscale. 14 tranches d'impôts qui permettra à ce que tous les salariés qui gagnent. Pour vous, c'est la continuité? Mais effectivement, il y a 2 candidats du gouvernement. Il y en a un qui s'appelle Emmanuel Macron et l'autre qui s'appelle Benoît Hamon. C'est les 2 sensibilités du gouvernement. Moi, je pense qu'il faut la rupture. Mais une fois de plus, il ne faut pas dire aux Français que ça va continuer dans le cadre de ces institutions. Il faut des droits nouveaux. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, mais c'est fondamental. J'ai encore une question très précise. C'est ça qui fera revenir au vote 20 millions de Français. Si Macron est au 2e tour contre Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites, vous? Que fait Jean-Luc Mélenchon? Mais moi, je tiens pour ligne de conduite, chez vous ou ailleurs, je veux que Jean-Luc Mélenchon soit au 2e tour. Je ne suis pas un animateur d'ambiance d'un spectacle que les sondages veulent m'imposer. D'accord? Je ne sais pas s'il sera au 2e tour, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas que face à l'extrême droite, on veuille ubériser la société, la précariser encore plus. Donc vous ne voulez pas dire? Évidemment, parce que je vous prends au mot, chère Françoise Fressoz. Lorsque vous inviterez le représentant d'Emmanuel Macron ou un autre, vous allez dire si Jean-Luc Mélenchon est au 2e tour? Moi, j'en ai assez qu'on pose un certain type de questions pour poser un certain paysage. Madame Le Pen au 2e tour, c'est formidable pour le système. Alors, Laurent Philippot, moi, je vous retourne la question. Plus, mais qu'on vote obligatoirement pour l'autre. Si Marine Le Pen n'est pas au 2e tour, qu'est-ce que vous faites? Elle sera au 2e tour. Mais si elle n'y est pas? Elle y sera. Aucun doute. Donc c'est méthode quoi? C'est les Français qui décideront, mais si elle y sera de toute façon, évidemment, et ça sera un beau choix, le patriotisme face à la poursuite et donc la dégradation. Merci Françoise d'être venue sur l'épisode de Dimanche en politique. Ça va très vite aujourd'hui, parce qu'on a 2 invités en plateau. Pour terminer, on a demandé à chacun d'entre vous de nous livrer une photo de votre candidat en campagne. Je vais commencer par ordre alphabétique, il n'y aura pas de jaloux. Alexis Corbière, vous nous avez envoyé cette photo qui va venir normalement. Voilà. Alors, ça, c'est pas Mélenchon. Ah bah c'est vous alors, dites-nous. Je vous jure que j'étais pas. Dites-nous. Belle Charlotte. Marine Le Pen qui visitait une chocolaterie, c'est Marine et la chocolaterie, d'ailleurs dans le Doubs, et c'était vraiment un soutien à nos artisans, à nos TPE, à nos PME. Ça a été créé par une femme qui est remarquable, avec des employés, des salariés qui sont remarquables et qui font vivre ce savoir-faire français qu'il faut défendre, protéger et soutenir. Alors la campagne, ça veut dire être capable de tout, y compris de mettre une Charlotte qui va à personne. C'est normal, on est dans les ateliers, il y a quand même un minimum d'hygiène. C'est normal, non mais pour un candidat c'est plus... Alexis Corbière, maintenant votre photo qui arrive, dans l'ordre, juste. Votre instantané à vous, vous nous dites. Manifestation du 18 mars pour la 6e République, 130 000 personnes étaient présentes. C'est le plus gros rassemblement, tous candidats confondus. J'aimerais que ce soit une date historique qui montre que le peuple français veut changer de système, veut mettre fin à la monarchie présidentielle. Il y a là des visages de gens qui me sont chers, bien sûr Jean-Luc, la philosophe Chantal Mouffe à côté, Daniel Obono, Sarah Soili, Lim Wang-Nok derrière, et à côté Raquel Garrido, qui est, vous le savez, non seulement une de mes camarades de lutte, mais mon épouse depuis près de 20 ans. Voilà, mais c'est pas seulement pour ça que j'ai sélectionné. Non, mais la campagne, c'est aussi des moments comme ça. On a le droit. Il y a des belles cocards tricolores. C'est ça le patriotisme. Ceux qui veulent en finir avec cette monarchie présidentielle. C'est très sympathique. Absolument. Merci Alexis Corbière, merci Florian Philippot d'être venu sur Dimanche en politique. Et Catherine Matoche prend la suite pour l'actualité de la mi-journée. Vous pouvez rester.